je suis entré dans le dossier des Grands Lacs par la porte de l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché le génocide au Rwanda. Et cet attentat, qui a quand même vu l'assassinat de 2 chefs d'État en exercice, pour moi, était un élément capital, parce que je ne comprenais pas pourquoi, que ce soit en Occident ou en Afrique, personne ne voulait parler de l'assassinat de ces 2 chefs d'État. J'ai considéré que c'était quelque chose de totalement absurde, inconcevable d'ailleurs en Occident, puisque l'endroit où la campagne sur le génocide du Rwanda a été, je dirais, le plus fort, c'est en Occident, notamment en France où nous sommes. Et je ne comprenais pas pourquoi, certes, c'était important de parler des gens qui étaient massacrés, mais je ne comprenais pas pourquoi on ne voulait pas parler de 2 chefs d'État assassinés dans un attentat terroriste qui était quand même l'attaque au missile contre l'avion de 2 chefs d'État. Et à l'époque, quand j'ai commencé ce travail, de façon tout à fait naïve, j'étais encore, j'avais 25, 26 ans de moins, et donc ça ne me rajeunit pas. Donc évidemment, je suis rentré très naïvement. Je ne savais pas que je mettais le pied dans un engrenage et que j'allais gêner beaucoup de choses. Et lorsque le livre a été publié, le président Kagame a déposé une plainte devant la 17e chambre contre moi. Un jour, je rentre chez moi, je trouve dans ma boîte aux lettres une plainte du président rwandais et de l'État rwandais. Évidemment, je suis resté 24 heures sans comprendre ce qui m'arrivait. Ce qui justifie aussi la naïveté qui était la mienne. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je me batte et que je me défende. À l'époque, je me souviens, Maître Vergès avait demandé à vouloir... il était passé par le professeur Debré, que je connaissais. Il a demandé au professeur Debré s'il pouvait me défendre bénévolement. J'ai refusé parce que je ne voulais pas faire du spectacle. Je savais que le Maître Vergès était un très grand avocat, mais je n'étais pas fasciné par les caméras. Je voulais pas être une star. Je n'avais pas fait le livre pour ça. Je voulais comprendre pourquoi on a tué 2 chefs d'État et personne ne veut parler de ça. Et donc finalement, j'ai pris un avocat qui était secrétaire de la conférence, brillant avocat togolais, qui a décidé de me défendre. Et en face, on avait un cabinet belge avec 3 avocats, un cabinet français avec 2 avocats. Donc vraiment, vous voyez bien que les moyens n'étaient pas du tout les mêmes. Finalement, 48 heures, moi j'ai donc rassemblé les éléments de preuve, j'ai produit quelques 4000 pièces documents au juge, et puis j'avais quelques témoins importants, donc qui avaient accepté de venir témoigner pour moi. Il y avait le journaliste Pierre Péan, qui était un ami, qui était venu pour me soutenir, parce que pour lui, ce qui m'arrivait à mon âge et avec mon profil, c'était quand même lourd à porter. Donc Pierre était venu au tribunal, et le colonel Luc Marchal, qui était le commandant des casques bleus, qui commandait les casques bleus au Rwanda au moment des événements, avait lu le livre et il a accepté de venir témoigner pour moi. Il y avait aussi quelques diplomates des Nations Unies qui voulaient témoigner. Et donc, quand on a fourni la liste des documents et surtout les listes des témoins, 38 heures avant le procès, l'avocat de Kagame a écrit une lettre à mon avocat pour dire que le Rwanda, le président du Rwanda et l'État rwandais abandonnaient les plaintes contre moi. Bon, mon avocat a été ravi. Moi, j'étais mécontent. Et il m'a dit, c'est la première fois que je vois un client contre qui on abandonne des plaintes, et des plaintes aussi lourdes, qui n'est pas content. Moi, je lui dis, mais naïvement, encore une fois de plus, mais comment je fais pour démontrer que c'est Kagame qui a abattu l'avion du président? Et donc, c'est finalement comme ça que les choses se sont terminées. Et donc, j'ai continué mon enquête sur le tribunal pénal international. Et à l'époque, dans ce livre-là, j'ai réservé un chapitre au Congo, ce tout premier livre. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vu, le livre était sorti en 2002,
mon enquête avait commencé en 1996 à peu près. J'avais déjà vu le lien entre la question du Rwanda et, c'est-à-dire la question du Rwanda, l'attentat contre le président, contre les deux présidents, et la question des ressources minières du Congo. Parce que je ne voyais pas la logique qui justifiait le silence sur la mort de deux chefs d'État et ce qui pouvait amener par la suite le Rwanda à aller renverser le maréchal Mobutu. Et donc à l'époque, j'ai fait le lien entre ces deux événements. C'était intuitif. Intellectuellement, je n'avais pas encore les éléments suffisants pour démontrer ce que je ressentais très profondément. Ma première question, j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé? Merci à l'assistance et merci au collectif, celui-là. Les deux. Merci au collectif des associations congolaises qui, malgré la censure, vous savez, je suis habitué maintenant à ce que lorsqu'on prononce le nom de Charles Nana, on risque toujours de provoquer une émeute et parce que les gens ne veulent pas que je m'exprime comme j'ai toujours fait, dans le respect de mes contradicteurs. Je n'ai jamais ni agressé ni attaqué mes contradicteurs, même quand ils m'insultent ou passent le temps à m'offenser. Je n'ai pas l'impression de mener un combat, j'ai plutôt l'impression de faire un travail de chercheur. Et je sais qu'on a fait boire la ciguë à Socrate parce qu'il posait des questions qui dérangent. Moi, j'essaye dans ce travail que j'ai fait sur le Congo, que je fais sur la région des Grands Lacs, de poser des questions à partir des éléments troublants que j'observe. Et parmi ces éléments troublants, il y a le fait que moi, je suis rentré dans le dossier pour que les gens comprennent mieux comment j'arrive au Congo. Charles, je précise que vous êtes Camerounais. C'est ça, exactement. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans la région des Grands Lacs. Je n'ai aucun lien, aucune acquaintance avec le régime du maréchal Mobutu, ni le régime du président Habyarimana, ni le régime de Joseph Kabila, ni celui du président Tshisekedi. Donc, ni même avec des opposants à tous ces régimes-là. Donc, évidemment, je suis dans une position où je regarde les choses sans passion, sans rancœur, sans frustration, parce que je n'en ai aucune par rapport, y compris quand on m'interdit de parler, je suis encore plus à l'aise quand on m'interdit de parler parce que je rentre dans le silence et parfois le silence parle plus que tout. Donc, je suis entré dans le dossier des Grands Lacs par la porte de l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché le génocide au Rwanda. Et cet attentat qui a quand même vu l'assassinat de deux chefs d'État en exercice, pour moi, était un élément capital, parce que je ne comprenais pas pourquoi, que ce soit en Occident ou en Afrique, personne ne voulait parler de l'assassinat de ces deux chefs d'État. J'ai considéré que c'était quelque chose de totalement absurde, inconcevable d'ailleurs en Occident, puisque l'endroit où la campagne sur le génocide du Rwanda a été, je dirais, le plus fort, c'est en Occident, notamment en France où nous sommes. Et je ne comprenais pas pourquoi, certes, c'était important de parler des gens qui étaient massacrés, mais je ne comprenais pas pourquoi on ne voulait pas parler de deux chefs d'État assassinés dans un attentat terroriste qui était quand même l'attaque au missile contre l'avion de deux chefs d'État. Et à l'époque, quand j'ai commencé ce travail, de façon tout à fait naïve, j'étais encore, j'avais 25, 26 ans de moins, et donc ça ne me rajeunit pas. Donc évidemment, je suis rentré très naïvement. Je ne savais pas que je mettais le pied dans un engrenage et que j'allais gêner beaucoup de choses. Et lorsque le livre a été publié, le président Kagame a déposé une plainte devant la 17e chambre contre moi.